Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Eh ben Morgane, on est lundi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chronique du Jump sur la chaîne? J'ai du coup 5 questions droit d'auteur au Japon à te poser. Waouh. Eh bien, il n'y a pas de chronique sur le Jump. Il n'y aura plus de chronique du Jump tant que j'aurai pas trouvé véritablement un format adapté, puisqu'on vient de se prendre un strike de la part de Shueisha, l'éditeur du Weekly Shonen Jump et d'autres magazines, par rapport à une de nos vidéos de présentation du magazine. Un strike, c'est le mécanisme mis en place par YouTube quand un ayant droit, quelqu'un qui possède les droits parce que c'est lui qui par exemple édite et publie une œuvre dans un pays donné, estime qu'il y a une atteinte à ses droits d'auteur et en l'occurrence ils ont estimé que nos vidéos, en tout cas une des vidéos de chronique du Jump, contrevenait ainsi aux droits d'auteur. Donc comme conséquence d'un strike peut être assez importante pour une chaîne YouTube. Dès que vous avez 3 strikes, votre chaîne peut être suspendue. Et par ailleurs, comme Shueisha est connu comme particulièrement attentif à cette problématique de droit d'auteur, on va pas tenter le diable. Moi, j'apprécie trop de faire des vidéos sur ta chaîne pour véritablement prendre le risque d'avoir un autre strike. Alors n'y a-t-il pas le droit de montrer quoi que ce soit, même juste une couverture? Parce qu'il me semble que t'avais rien montré de Kimetsu no Yaiba dans la vidéo en question, t'avais montré à peine la page de chapitre. Alors, j'ai montré effectivement toujours très peu, parce que j'ai toujours été soucieux du respect du droit d'auteur, qui est un domaine que je connais bien. J'enseigne aussi cet élément-là à mes étudiants, les différences entre droit moral et droit patrimonial, la durée de ces droits, la différence avec le copyright qu'on connaît en termes anglo-saxons, plein de choses comme ça. Mais il se trouve que la notion de droit d'auteur et la manière dont elle est respectée, ou en tout cas dont on la fait respecter, dépend beaucoup des pays et des cultures. Si en France, on connaît certaines exceptions au droit d'auteur, comme l'exception de courtes citations ou l'utilisation à des fins pédagogiques, il y a dans d'autres pays une application beaucoup plus stricte des règles. Et en l'occurrence, même si on montrait juste quelques parties du Weekly Shonen Jump, les vidéos qu'on a réalisées peuvent être perçues comme enfreignant la manière dont le droit d'auteur est mis en place au Japon. Le Japon a toujours eu une politique très absolue de cet élément de droit d'auteur, en tout cas dans son utilisation dans des vidéos. Par exemple, le fait d'inclure des séquences animées ou même d'inclure des screenshots d'animés pour les screenshots, jusqu'à peu, c'était condamné par la loi. Là, il y a eu quelques changements dans la loi japonaise par rapport à des captures d'écran, juste l'inclusion d'une capture d'écran dans une vidéo. Mais en l'occurrence, même montrer quelques pages de magazine, classiquement, dans ce qu'on faisait comme vidéo, on montrait moins de 5% du magazine, eh bien c'est perçu comme un élément qui est problématique par rapport aux droits d'auteur japonais. Ça leur fait une bonne promotion authentique de fans pourtant. Ouais, ça leur fait une promotion effectivement à l'international, surtout que vous l'avez vu et vous le savez, j'ai toujours eu à cœur de défendre les offres légales, que ce soit au cours des chroniques animées, où j'ai beaucoup insisté sur les différents portails français qui existent pour suivre des animés de manière tout à fait légale, ou alors pour le manga, avec notamment la référence systématique que je faisais à l'application Manga Plus, qui est l'application que Shueisha délivre à travers le monde pour suivre les mangas. Malheureusement, la manière dont cet élément est vu au Japon, l'utilisation d'images ou même l'insertion d'un panel de mangas, c'est vu comme quelque chose qui devrait nécessiter une autorisation, et donc en l'occurrence ce qu'on appelle le fair use dans la version américaine, c'est-à-dire l'utilisation dans des proportions raisonnables de certains contenus, n'est pas implémenté de la même manière au Japon. Et donc là, comme c'est l'ayant droit japonais directement qui vient contester le contenu des vidéos, on peut pas véritablement faire grand chose. Je comprends ce point de vue là, et dans un monde qui est justement le monde d'internet mondialisé, c'est sûr que ça fait un peu bizarre parce que on est français, on voit aussi ce qui se fait ailleurs, et en l'occurrence là le Japon a une application stricte des choses qui peut effectivement être vue comme atteignant la publicité ou la promotion par rapport à une œuvre, mais c'est à eux d'estimer finalement dans quelles conditions ils veulent promouvoir les œuvres. Et donc même des chroniques comme celles qu'on propose tout le temps avec du contenu et du commentaire autour, eh bien ça ne répond pas véritablement aux éléments qui leur
permet de dire ok, je laisse cette vidéo en ligne. Donc ça, c'était le problème pour une couverture en version originale japonaise. Et si je mets la couverture en version française? Dans l'absolu, en fait, l'ayant droit japonais pourrait même venir contester et striker des vidéos si on inclut des contenus, par exemple, de manga français. En pratique, c'est évidemment un peu plus complexe que ça. En France, montrer une couverture de manga, par exemple dans une vidéo de haul de manga, ou alors dans une vidéo de présentation de chronique de manga, ça fait maintenant partie de ce qui est globalement autorisé, c'est-à-dire en tout cas qui n'est pas interdit. On ne s'est pas retrouvé avec des éditeurs français qui estiment que le fait de montrer un manga qu'ils éditent soit une mauvaise chose. On peut même dire l'inverse. Il y a des éditeurs français qui sont attentifs justement à la manière dont les youtubeurs présentent leurs mangas. Ils sont plutôt sensibles, le voient comme un élément de promotion et vont pas véritablement exercer une pression incroyable par rapport au respect du droit d'auteur et par rapport à l'affichage d'une image. En France, d'ailleurs, juste, on va dire, inclure une couverture entrerait dans l'exception de droit d'auteur d'exception pour courte citation, c'est-à-dire si je fais une chronique de 10 minutes et que j'inclus une couverture, je peux tout à fait arguer de cet élément-là. Au Japon, c'est un peu plus compliqué. Et donc, comment faire quand on veut parler de ses passions? Les seules choses qu'on a le droit de montrer, c'est quoi? Ah, les seules choses qu'on a le droit de montrer, quand c'est en France, donc une partie raisonnable d'un contenu qui est commenté et argumenté, donc en l'occurrence éventuellement une couverture, quelques planches. Au Japon, eh bien, on voit que une couverture et quelques planches, ça ne rentre pas dedans. Donc, je pense que désormais, je vais revenir à la manière dont je vous présentais des chroniques dans le passé, c'est-à-dire avec une ou deux ou trois captures d'écran, des éléments en question, mais pas plus, en petit, dans un coin, comme je le faisais si vous suivez mes chroniques sur la chaîne de Rosalis depuis 4 ans. Et je pense que ça s'arrêtera là pour ne pas courir de risques parce qu'on a vraiment à cœur de diffuser la culture japonaise, donc à la fois à travers les vidéos ou d'autres types de contenus. Donc je tiens à faire attention à cet élément-là. Morgane, c'est pas grave, c'est le premier et le seul strike, parce que sinon tes chroniques, elles sont repartagées par les éditeurs français et même par les auteurs japonais. Oui, c'est vrai, parce que ça m'avait vraiment fait plaisir de voir qu'une autrice comme Kyuvi, qui est l'autrice de En scène, un excellent manga chez Kurokawa, avait repartagé sur son compte Twitter officiel la vidéo. Il y avait eu un échange à cette occasion-là. D'ailleurs, j'étais ravi d'avoir appris le japonais pour pouvoir à la fois comprendre ce que l'autrice disait et puis avoir 2 mots d'échange comme ça m'avait fait énormément de bien au cœur. J'en avais été vraiment ravi. Donc t'es gentil de me donner du baume au cœur parce que c'est vrai que sur le moment, ça m'a donné un peu un coup de barre de me dire « Ah, c'est moi qui suis la cause du premier strike sur la chaîne de Rosalis, je ne veux plus rien mettre, je vais me faire tout petit et disparaître. » Voilà, donc effectivement, et ça illustre bien aussi la manière dont les choses évoluent, hein. Même le Japon évolue par rapport à ces éléments-là. Je le disais en 2019, la manière dont le droit d'auteur et l'inclusion, par exemple, de capture d'écran pouvaient être faites, la loi a changé et voilà, c'est des choses qui évoluent et si par exemple le Japon est en avance de phase sur pas mal de sujets liés par exemple à la gestion d'une épidémie ou d'une pandémie, rien que par le fait même d'avoir le port du masque qui était généralisé avant même la crise du Covid, eh bien dans le même temps, il y a des éléments sur lesquels il est un peu plus en retard au vu de notre vision d'occidentaux qui voyons par exemple l'inclusion de certains extraits de manga sans sans arrière-pensée et qui voyons que les éditeurs français finalement s'accommodent de cet élément-là et de la promotion que ça peut faire à leur manga. Voilà, j'espère que cette vidéo d'explication sur pourquoi il n'y aura pas cette chronique de Weekly Shonen Jump avec l'incroyable climax de The Promised Neverland avec une très belle couverture dédiée à Emma et un contenu tout aussi étonnant, vous ne serez pas déçus. On aura essayé d'expliquer pourquoi il n'y aura pas cette chronique et pourquoi sur la forme que les prochaines chroniques manga
vont prendre. Il y aura eu quelques modifications dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quoi qu'il arrive, gardez la passion du manga et on vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Il faut encourager Morgane dans les commentaires et mettre des pouces. Et sinon Morgane, juste pour savoir, quels sont les effets des strikes? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de strike. Il y a plusieurs niveaux de strike et par exemple, au bout d'un moment, tu peux ne plus pouvoir faire des lives YouTube et ensuite carrément voir ta chaîne supprimée. Il y a des gens comme ça qui se sont pris des dizaines de strikes par des éditeurs japonais et qui, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons, ont vu leur chaîne fermée. Donc c'est un élément à prendre au sérieux et voilà. Je voudrais juste finir du coup sur cet élément bonus sur un point, c'est que ne soyez pas tentés de bâcher entre guillemets les éditeurs japonais qui ont leur propre référentiel culturel qui est très différent du référentiel culturel qu'on peut avoir en France ou en Occident. Et d'ailleurs, je l'évoquais au tout début de la vidéo, hein, l'idée même que le droit d'auteur n'était pas forcément implémenté de la même manière dans tous les pays. Quand on veut travailler avec les Japonais ou quand on veut promouvoir la culture japonaise, c'est important aussi de se plier aux règles de cette culture. Et ça, c'est quelque chose, même au niveau du travail quotidien, en tant que chercheur, j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Je collabore pas de la même manière avec des collègues japonais qu'avec des collègues français. Je sais par exemple que la voie hiérarchique, elle est très importante. Et pour tout ce qui est diffusion de la culture populaire japonaise, je sais aussi que si on veut travailler à faire cette promotion-là et cette diffusion, eh bien c'est important de respecter les fonctionnements japonais. Et quand je faisais de l'organisation d'événementiels, par exemple au Festival international de science-fiction de Nantes, où j'animais toute la partie pôle asiatique, on a invité des auteurs japonais, on a même fait des tirés à part qu'on distribuait pour que les scénaristes ou mangaka puissent signer. Et je me rappelle encore des nombreux allers-retours qui étaient absolument indispensables pour avoir la validation des Japonais, là où en France, finalement, un aller-retour aurait suffi. Quand on travaille avec les Japonais, les choses prennent plus de temps parce que la structure même des éditions, des maisons d'édition ou des centres, des studios d'animation est différente. C'est quelque chose qu'il faut voir avec le regard culturel du pays en question. Et moi, je me dis, bah voilà, c'est une aventure, c'est une anecdote à raconter. On fera beaucoup plus attention maintenant par rapport au contenu qu'on partage quand c'est du contenu vraiment japonais. Et voilà, et malgré tout, je continue de soutenir très fortement tout ce qui est édition légale et je vous encourage du coup, si vous n'arrivez pas à lire et à acquérir le Weekly Shonen Jump en termes papier parce que c'est difficile de le trouver en France, à aller voir les offres légales en numérique des éditeurs français comme Kana, Kazé et autres, ou alors d'aller sur l'application Manga Plus qui est produite par Shueisha, et enfin vraiment de suivre, au-delà même de cette histoire de Jump, de suivre les offres numériques des éditeurs qui se sont considérablement enrichis en France. Je pense par exemple à l'éditeur Akata qui fait un gros travail pour mettre en exclusivité des nouveaux titres. Moi j'aime bien justement suivre leurs nouveaux chapitres français d'œuvres japonaises qui nous permettent vraiment en tant que Français, quand on ne vit pas au Japon, d'être en raccord avec les titres qui suscitent l'intérêt dans le pays du soleil levant. Donc voilà, soutenez les offres légales, c'est vraiment très important pour que les auteurs, les éditeurs et plus globalement le marché de la culture se portent bien et puissent se poursuivre et toujours nous faire rêver.